et spontanéité, rigueur et lâcher-prise, réunit les contraires, rassemble l'être dans un acte simple, celui du don de soi-même dans la création. Le peintre lettré Shu Tao, 1642-1718, a qualifié le trait d'unique, ce trait qui contient tout l'univers, parce qu'il peut exprimer tout autant la transparence du pétale de la rose, le modelé de la feuille de vigne, l'élégance des taches pétales de la fleur d'orchidée et du prunus, la tension et la souplesse de la tige de bambou. Une peinture au quotidien qui étend son univers du radis à l'insecte, des papillons aux champignons achetés à l'automne et à l'immensité vertigineuse des montagnes, c'est une peinture miroir d'un moment de vie. Quel sera donc le début de cet art pour un peintre? Tout peintre chinois digne de ce nom doit savoir coucher sur le papier ou la soie les prunus, orchidées, bambous, chrysanthèmes, thèmes incontournables, qui sont appelés les 4 princes de la noblesse végétale, qui sont traduits en chinois par les 4 gentilshommes. C'est né sous les Tang en 618. C'était le moment de l'essor du monochrome. Dans ses compositions, le peintre place les éléments en harmonie avec l'ordre naturel des choses, et il faut en découvrir le lit, c'est-à-dire le principe, l'ordre de tout élément. Alors, comme disait monsieur, nous avons énormément de manuels, et dont le principal est donc ce fameux manuel du jardin gros comme un grain de moutarde. Alors, je vais vous citer un propos de ce manuel. Telle la montagne solitaire dans son calme et sa dignité, ces plantes, en parlant des 4 gentilshommes, sont reliées aux personnes de noble caractère. Elles sont uniques en leur genre. Je complète par Confucius, qui a dit « Le disciple de la sagesse fait grande attention aux vertus que donne la nature et s'applique à interroger, à apprendre. Il développe le plus possible ses vertus et scrute les points les plus subtils de la loi naturelle. Il donne à la vertu toute l'élévation et la perfection dont elles sont capables et se tient constamment dans l'invariable milieu. » Ça, c'est Confucius. Les arbres, la montagne, les herbes, les feuilles ou les rochers deviennent autant de personnages vivants avec leurs relations, leurs passions, leurs défauts ou leurs qualités. La contemplation méditative dont l'enseignement se trouve dans la doctrine taoïste est poussée jusqu'à l'extase et devient même le but recherché. Cet idéal d'élévation caractérise la pensée orientale. L'homme, parti de la nature, la contemple, découvre la place, la raison d'être et le langage de chaque feuille, pierre, cours d'eau et de lui-même. Cette nature dont la beauté le transporte, il la personnifie. Et vous remarquerez, lorsque vous serez dans les expositions futures des musées asiatiques de Paris, dans les paysages, vous aurez toujours des montagnes énormes, bien sûr de l'eau, et vous aurez toujours les petits personnages qui seront hauts comme des grains de riz. C'est l'homme, pour la place de l'homme dans la nature, il n'est rien. C'est la nature qui est la plus importante. Et vous voyez bien que tout est assez disproportionné dans les peintures traditionnelles asiatiques, et on n'a pas le même rapport aux choses que dans la peinture occidentale où il y a des règles comme celle du nombre d'heures, etc. Ça n'existe pas dans la peinture asiatique. La base est tout autre. La nature est plus importante que certaines autres règles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Il y a bien sûr des traités qui ont été établis, mais ce n'est pas dans les mêmes dimensions.
Si méditation et contemplation de la nature exigent une solitude exemplaire que les lettrés, adeptes du Tao, étaient très nombreux à cultiver comme idéal de concentration, certains se retirant loin du monde pour vivre en ascète, je tiens à préciser que l'acte de peindre ou de calligraphier ne perd de rien à être exécuté en public, ce qui vous laisse à penser que la technique personnelle n'est pas secrète. C'est pour ça que ce n'est jamais un problème pour moi de faire une exécution complète d'un tableau devant le public. Ce que j'ai déjà fait, Dans la peinture des paysages, vous n'avez pas été sans remarquer le vide qui donne la sensation que les montagnes flottent dans les airs. Donc vous en apercevrez par ce petit tableau. Voilà, dans le petit tableau. Et donc, lorsque l'on peint ce genre de tableau, on prend un pinceau, toujours pareil, imbibé d'eau, avec du noir d'encre de Chine, et vous tournez votre pinceau comme ça sur le papier absorbant, et vous avez votre montagne. Deuxième trait, et vous avez votre montagne. Et c'est pour ça qu'elle est dite spontanée. Et les arbres, et ensuite, vous avez vos arbres dans un autre ton. Donc vous remarquerez que vous avez plus de vide que de plein dans cette peinture. C'est très très important en peinture traditionnelle asiatique dans cette technique. Je parle toujours de la peinture CI, peinture spontanée, monochrome. Cette recherche de vide prend également son origine dans la pensée taoïste, dans le travail de méditation qui doit permettre l'exaltation, la réceptivité et faire ressentir les lois intimes qui régissent l'univers. En calligraphie, c'est l'espace qui sépare chaque caractère. Vous avez tous vu des calligraphies. Là, je n'en ai apporté qu'une qui est d'un tableau que j'avais fait, où vous voyez que tout est bien codé dans l'espace. Parce que dans la calligraphie, le codage est que chaque caractère s'inscrit dans un carré. Et donc là aussi, vous avez un vide. Que vous écriviez dans n'importe quel style de calligraphie. Il y a énormément de styles de calligraphie, mais que ce soit dans le calichet ou dans le cursive, vous avez toujours un espace très codifié. Alors donc la séparation, la calligraphie c'est l'espace qui sépare chaque caractère, et en peinture cela permet la réalisation entre le ciel et la terre, la montagne et l'eau, ainsi qu'entre le noir de l'encre et le blanc du papier. Maintenant je vais vous dire quelques mots sur le souffle immobile de l'écriture des pierres, les rochers et les montagnes. C'est le sujet le plus complexe de la peinture à l'encre. Pour nous, les Occidentaux, les montagnes sont des thèmes et des objets sans vie à cause de la dureté, ça ne bouge pas, la forme et les couleurs qui sont incertaines. Mais pas en peinture asiatique. Les pierres doivent être vivantes, avec le même chi, c'est donc notre énergie vitale, mais propre aux énergies des roches. C'est ainsi qu'il y a des rides ou veines qui sont les tracés spécifiques pour reconstituer leur infinité de textures. Dans la peinture, rien n'est mort. Toujours, tout ce que nous devons faire est un élément vivant. Un pinceau, c'est vivant, tout doit être vivant. Et encore plus les roches. Et c'est pour ça que l'on trace une roche et on trace ce qu'on appelle les rides ou les veines. C'est la texture
qui va représenter la géologie des montagnes. Évidemment, lorsque vous êtes dans la montagne, une